êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la situation sanitaire au Sénégal hors de contrôle. Les hôpitaux sont submergés par la troisième vague de Covid-19. En un mois, le pays est passé de quelques dizaines de cas par jour à près de 2000. L'impact est d'autant plus fort dans la capitale qui concentre un quart de la population du pays. Nous irons à Dakar pour retrouver notre correspondant. La troisième vague atteint aussi l'Algérie où la course à l'oxygène est lancée. Le pays fait face au redoutable variant Delta. Conséquence, les hôpitaux sont en rupture de stock. Explication à suivre. Cette main tendue du chef de file du parti Ennahda assure vouloir le retour de la démocratie en Tunisie. Rached Ghannouchi regrette le manque de dialogue avec la présidence. De son côté, le président Kais Saied, fort de ses nouveaux pouvoirs, entend lutter contre la corruption. On ouvre ce journal par la situation sanitaire au Sénégal. Le pays traverse une redoutable troisième vague de coronavirus. Sur l'ensemble du pays, les contaminations sont passées de quelques dizaines de cas par jour à la fin du mois de juin à un pic de 1700 en juillet. Certains pointent l'effet de la Tabaski, la fête de l'Aïd, qui a entraîné un grand déplacement des populations. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Le Sénégal traverse l'une de ses pires semaines depuis le début de la pandémie en ce qui concerne les morts du Covid. En moyenne, cette dernière semaine, 9 personnes ont été emportées par le virus par jour, selon des chiffres du ministère de la Santé. Les centres de traitement des épidémies érigés dans les différents hôpitaux sont au bord de la saturation. Dans ces conditions, l'Université de Dakar a décidé de fermer ses portes pour 2 mois et les événements sportifs et culturels ont pour la plupart été annulés, voire reportés. C'est le cas du grand combat de lutte qui devait opposer ce week-end en banlieue de Dakar 2 champions de lutte sénégalaises, Bombardier et Balla Gaye 2. Si les mosquées sont toujours ouvertes, l'association des imams et oulémas qui a organisé un point de presse ce jeudi appelle les Sénégalais à prendre la mesure de la situation. Dans les mosquées qui continuent toujours à organiser des prières en commun, que les fidèles qui les fréquentent veillent au respect des gestes barrières. Nous exhortons également la population à restreindre, voire surseoir, toutes les cérémonies familiales. Nous supplions les populations ou les personnes qui ne se sont pas encore vaccinées à aller se faire vacciner le plus rapidement possible. Face à l'aggravation de la situation sanitaire, les Sénégalais se sont rués ces derniers jours dans les centres de vaccination. Le gouvernement a même décidé d'ouvrir de nouveaux centres de vaccination grand public. C'est le cas au stade Léopold Sédar Senghor, le grand stade de Dakar, mais également dans les places publiques comme la place de la Nation et la place du Souvenir africain. On passe à l'Algérie où la course à l'oxygène s'organise pour faire face à cette nouvelle vague de Covid-19. Là-bas aussi, le variant Delta fait des ravages et les hôpitaux des grandes villes sont en rupture de stock d'oxygène. Mais le pays appelle à ne pas dramatiser la situation. Léo Péchard et Julie Chouteau. Devant cette usine, ces Algériens attendent des bouteilles d'oxygène. Une ressource devenue rare dans les hôpitaux du pays, pourtant indispensable pour les malades du Covid-19. Nous sommes venus chercher des bouteilles d'oxygène pour les personnes qui sont en difficulté. Ici, ils font une bonne action. Ils en distribuent gratuitement. Une scène impensable il y a à peine 15 jours. La quantité d'oxygène produite en Algérie suffisait à répondre aux besoins. Mi-juillet, le pays en avait même fait don à la Tunisie, alors en proie à une grave pénurie. Mais la propagation du variant Delta et un relâchement dans le respect des mesures sanitaires ont eu pour conséquence une hausse considérable des contaminations et des hospitalisations sur le territoire. 1927 nouveaux cas pour la journée de mercredi selon les autorités. Un record largement sous-évalué pour les professionnels qui estiment à 30 000 le nombre de contaminations quotidiennes. Pour désengorger les hôpitaux saturés, de nouveaux centres sont ouverts pour accueillir le flux de malades, comme ici à Oran. Les autorités veulent aussi accélérer la vaccination. Moins de 6% de la population a reçu sa première dose. Ce que j'ai appris des médecins et des spécialistes de la santé m'a finalement convaincu. Et je dois dire que le vaccin est maintenant nécessaire. C'est une obligation. J'avais des craintes sur la fiabilité du vaccin. Je suis une vieille femme, j'avais peur. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, je me sens soulagée. De nombreuses personnes ont été vaccinées. Depuis lundi, les restrictions ont été durcies en Algérie avec un couvre-feu pour 10 jours
dans 35 des 58 préfectures du pays. Les lieux de loisirs, les salles de sport y sont aussi fermés et l'accès aux plages interdit. En Tunisie, Rida Garsalaoui a été chargé ce mercredi de diriger le ministère de l'Intérieur et il a prêté serment. Et plus tôt, c'est le leader du parti islamiste Ennahda, première force politique du pays, qui dit vouloir le retour de la démocratie. Rached Ghannouchi a aussi regretté le manque de dialogue avec le chef de l'État. Vous le savez, le pays traverse une crise politique depuis que Kais Saïed s'est arrogé de nouveaux pouvoirs. Notre envoyée spéciale, Karina Chabour, fait le point. À défaut d'annoncer la nomination très attendue d'un nouveau Premier ministre et d'une feuille de route réclamée de toutes parts en Tunisie, mais également par les différentes chancelleries, le président poursuit son offensive anticorruption et multiplie les limogeages. Après le Premier ministre ou plus récemment le PDG de la chaîne de télévision nationale, c'est au tour du chef des opérations spéciales d'être congédié. Avant cela, le président avait réclamé des comptes à 460 hommes d'affaires accusés de corruption, de détournement de fonds publics ou d'évasion fiscale sous l'ère Ben Ali. Et puis parallèlement, le parquet multiplie les poursuites judiciaires à l'encontre de députés. 91 seraient ainsi poursuivis pour de la corruption, des fraudes diverses ou de la mauvaise gestion. Ce sont des mesures en droite ligne avec les thèmes de campagne du président Kais Saïed, qui dit vouloir faire table rase d'une classe politique qu'il juge corrompue, tenue responsable, selon lui, de l'appauvrissement de la population depuis la Révolution il y a 10 ans. Pour l'instant, il bénéficie d'un large soutien populaire, sous réserve, bien entendu, de respecter ce délai de 30 jours prévu par la Constitution. Quant aux très influents syndicats UGTT, il lui accorde également ce soutien, disons, sous réserve, et il travaille à sa propre feuille de route qu'il entend présenter au président dans les prochains jours, et il entend évidemment bien peser sur les discussions et les choix politiques à venir. Allez, on passe au reste de l'actualité en bref et en images. L'ancien directeur des renseignements maliens a été inculpé et écroué dans l'affaire de Birama Touré. Le général Moussa Diawara est accusé de complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture du journaliste qui a disparu depuis 5 ans et ses proches craignent qu'il ait été assassiné. 6 militaires français retenus jeudi à l'aéroport de Bata en Guinée équatoriale. Ils y avaient posé leur hélicoptère à la veille pour se ravitailler en carburant. Mais depuis, ils n'ont pas d'autorisation de décollage. L'armée française se dit en pleine négociation avec les autorités. Et cet incident intervient néanmoins au lendemain d'une décision historique condamnant le vice-président Théodorin Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé de 12 mois l'embargo sur les armes visant la Centrafrique. Les États membres s'inquiètent d'une situation qui se détériore dans le pays. L'embargo sur les armes a été imposé en 2013 alors qu'une coalition de groupes armés a renversé le régime du président François Bozizé et plongé le pays dans une guerre civile. Plus d'1 millier de femmes se sont réunies à Yaoundé pour demander la paix au Cameroun. Elles sont venues des 10 régions pour trouver une solution à la crise anglophone et aux attaques de Boko Haram qui minent le pays. On fait le point avec notre correspondant Marcel Amoko. Il s'agit de la toute première convention nationale des femmes pour la paix au Cameroun. La rencontre qui va durer 3 jours a pour objectif d'attirer l'attention des autorités camerounaises et de la communauté internationale sur le conflit qui déchire la région de l'extrême nord du Cameroun, menacée par les attaques de Boko Haram et les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, en proie aux groupes séparatistes armés. Des conflits à huis clos auxquels la fondation Friedrich Herbert souhaite donner une visibilité. Avec cette convention, nous allons lancer un signal fort que les femmes de ces pays aspirent à la paix. Il y a des partenaires partout. Il y a les partenaires gouvernementaux, il y a les partenaires non étatiques, il y a les partenaires au niveau international. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons créer plus d'attention pour le conflit au Cameroun.
Des conflits où les violences basées sur le genre sont devenues de véritables armes de guerre avec pour principales victimes les femmes et les enfants. Des drames qui se multiplient parfois dans l'indifférence générale et auxquels des associations comme Rayons de Soleil tentent d'apporter un peu de réconfort aux victimes à travers un suivi psychologique. Écoutez sa présidente Fidèle Djiba qui se réjouit de la tenue de cette première convention nationale des femmes pour la paix au Cameroun. En tant que femme, en tant que leader d'association, en tant que femme assistante sociale et psychologue qui au quotidien accompagne les femmes victimes de tous ces conflits, c'est vraiment un événement historique de voir autant de femmes rassemblées pour crier, pour appeler à la paix. En 5 ans, le conflit qui déchire les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a déjà fait plus de 3000 morts et des dizaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes. Dans l'extrême nord du Cameroun, plus de 6000 civils ont été tués dans des attaques attribué à Boko Haram depuis 2009. Une violence aveugle à laquelle cette première convention nationale des femmes pour la paix au Cameroun va tenter de mettre un terme. Je vous propose à présent une échappée belle au Bénin à la rencontre d'un groupe de jeunes musiciens. Ils sont à la fois percussionnistes et danseurs. Ils vivent dans la région d'Adjara, la cité des tambours, où les gardiens des traditions préparent la relève. Ce groupe d'enfants se produira d'ailleurs dans quelques jours en France. Reportage au Bénin d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntale. Dans le sud-est du Bénin, à Adjara, l'art des percussions et des danses se transmet dès le plus jeune âge. Aucun de ces enfants n'a fait le conservatoire. Leur talent est inné. Parmi eux, il y a Juanita. À 11 ans, elle est l'attraction du groupe Epitards. Elle est prodige. Ce que j'avais fait avec ses amis pendant 1 heure, bon, dans 20-25 minutes, elle capte. Ce jour-là, Pili Symph, le célèbre artiste de musique traditionnelle béninoise, qui fait vibrer le tambour depuis l'âge de 4 ans, assiste à la répétition. Et c'est une petite qui m'impressionne par ses gestes, par la ponctualité dans le travail, la précision. Juanita et l'ensemble des Pépitards ont le privilège de jouer sur des tam-tams confectionnés par des artisans parmi les meilleurs fabricants au monde. Leur fabrication est réservée à un clan, celui des descendants de la première personne à avoir façonné un tambour dans cette région. Les chants et l'âme des percussions s'imposent partout, à tel point qu'Adjara est appelée la cité des tambours. Fréquenter le temple du savoir sur les qualités sacrées du tambour, c'est un passage obligé pour ces enfants percussionnistes. C'est un tambour qui date de plus de 2 siècles. Et jusqu'à nos jours, on continue toujours à jouer ce tambour dans les forêts sacrées. Si on retourne un peu dans l'histoire de ce tambour, on arrive à pleinement profiter, à pleinement ressortir les chants et danses liés à ce tambour-là. Les jeunes artistes ont encore à apprendre, mais déjà, à chaque représentation, leur public est envoûté par l'énergie des tam-tams qu'ils savent transmettre. Et on fait un tour à Tokyo pour une nouvelle peu réjouissante. Par contre, ce soir, 20 athlètes africains, dont 10 Nigérians, ont été interdits de participer aux Jeux Olympiques pour avoir échoué au contrôle antidopage hors compétition. Selon les règles, ils doivent se soumettre à des tests dans les 10 mois précédant un grand championnat. Les athlètes nigérians les plus impactés cherchent une solution et espèrent pouvoir tout de même concourir. Et la championne d'Afrique du lancer de disque, Kioma Onikwere, première concernée, a d'ailleurs interpellé les instances olympiques sur Twitter. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Nairobi à Kindia, en passant par Windhoek. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.